je suis le directeur de CPE Lyon, qui est une école de chimie et de procédés et de biotechnologie qui est installée à Lyon. Et je voulais vous donner quelques généralités. Alors, je vais vous poser la question. D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la Terre? Ouais. C'est la Terre vue de la Lune. Donc récemment, il y a eu un nouvel engin qui est atterri sur la Lune, et ça, c'est la Terre. Et qu'est-ce qui vous frappe? Quelle couleur elle est? Elle est bleue. Ouais. La Terre est réputée comme étant la planète bleue. D'ailleurs, on voit bien, là, on a l'Afrique, on a l'océan Atlantique, on a l'océan Indien. Et pourquoi la planète est bleue? Parce qu'il y a de l'eau, voilà. Et pourquoi l'eau est bleue? Parce qu'elle a des propriétés spécifiques de transmission des ultraviolets et de la couleur. Là, je ne suis pas complètement sûr. Voilà. Donc, et là, on est tout de suite en train de rentrer dans la chimie, c'est-à-dire que même à cette distance-là, eh ben, le fait que la Terre soit couverte d'eau, on est déjà rentré dans de la chimie. Alors après, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est quoi? C'est un iceberg. Voilà. Donc, c'est un iceberg. Et un iceberg, ça flotte sur l'eau. Voilà. Comme quand vous mettez des glaçons dans un verre, les glaçons flottent sur l'eau. C'est quelque chose qui est tout à fait usuel. Sauf qu'en fait, c'est très bizarre. En fait, l'eau est le seul corps, pratiquement un des seuls corps dans lequel le solide flotte sur le liquide. Normalement, quand un corps se solidifie, il diminue de volume, sa densité augmente et il coule dans le liquide, et pas dans l'eau. Donc c'est assez bizarre. Et en fait, il a fallu beaucoup de travail de chimistes et de physiciens pour comprendre pourquoi la glace flotte sur l'eau. Et en fait, la glace flotte sur l'eau, non pas parce que la glace a quelque chose de spécial, mais c'est parce que l'eau liquide est anormalement dense. Et l'eau liquide est anormalement dense parce que la molécule d'eau, c'est quoi? H2O. Cette molécule, on est dans la chimie, cette molécule H2O, elle est polarisée, et donc les molécules s'attirent beaucoup entre elles, ce qui fait que la densité de l'eau liquide est en fait anormalement élevée, ce qui explique pourquoi le solide flotte. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que même quand on regarde des phénomènes naturels habituels, eh ben on est déjà dans de la chimie. Et je vais vous expliquer une troisième chose qui est plus compliquée. Quand l'eau de mer se solidifie, est-ce qu'il y a du sel dans la glace? Bon, ça, vous l'avez peut-être pas. Vous êtes dans quelle classe? En première? En seconde? Alors, en fait, vous apprendrez en seconde ou plus tard que quand vous avez un mélange, quand un mélange se solidifie, donc de l'eau avec du sel, suivant les cas, en général, enfin assez souvent, le produit qui se solidifie ne contient pas ou très peu d'éléments du mélange. Ce qui fait qu'en réalité, quand l'eau de mer se solidifie, la glace qui se forme, c'est pratiquement de l'eau non salée. Alors, le sel, il disparaît pas. Le sel, il passe en dessous. Et donc, comme il passe en dessous, l'eau salée qui est sous les icebergs est beaucoup plus salée. Et si vous prenez la calotte glaciaire du Nord, vous savez que le pôle Nord, il n'y a pas de terre au pôle Nord. Le pôle Nord, c'est un océan glacé. Et bien, en fait, le fait que cette eau est gelée et que donc vous ayez de l'eau avec du sel plus lourde, c'est ça qui génère une grande partie des courants océaniques. Donc, ce que vous voyez, c'est que même sur des choses comme ça, immédiates, de grande taille, qu'on a l'impression simple, tout de suite, vous êtes dans des éléments de science, de chimie, de physique, pour comprendre ce qui se passe. Et ces éléments, ils ont énormément d'impact sur ce qui se passe sur la planète, et même à grande échelle. Et même sur des phénomènes qu'on considère comme totalement naturels, qui sont d'ailleurs totalement naturels. Voilà, alors je pense que ça, vous en avez entendu parler. C'est la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous savez que si on regarde cette teneur depuis le début de l'ère industrielle, elle augmente. Elle augmente assez vite. Alors pourquoi ça fait des espèces de zigouigouis là? C'est parce qu'il y a des effets de saison. Il y a des effets de saisonnalité et donc dans l'année, elle oscille un peu, mais enfin la courbe est assez claire. Ce qu'on sait, c'est que c'est déjà arrivé. Donc c'est déjà arrivé sur Terre qu'on ait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, sauf que nous, on n'était pas là. Donc à la limite, il se passait ce qui se passait. Et deuxièmement, jamais ça n'est allé aussi vite que ça. Et vous verrez, il se trouve qu'un des prix Nobel de l'école, qui est Jean Jouzel, qui est un climatologue, que vous voyez peut-être de temps en temps à la télévision, nous a expliqué qu'en fait, au début des années 60, on pensait que le climat se refroidissait. Parce que, d'abord, c'était plutôt le cycle naturel. On sait qu'il y a des cycles du climat. Et deuxièmement, il y avait eu quelques hivers assez froids dans les années 60. Donc les gens se disaient, tiens, le climat se refroidit. Ils ont été faire des carottes glaciaires dans l'Antarctique, ça vous en avez sûrement entendu parler, et c'était des chimistes qui faisaient ça, et ils se sont rendus compte qu'en réalité, le CO2 augmentait.
Or ça, ils ont dit, ça, c'est pas normal. Parce que normalement, quand le climat se refroidit, le CO2 diminue. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre cycle humain lié à nos émissions de CO2 qui était en train de se superposer au cycle naturel et qu'on était dans un cycle de réchauffement climatique extrêmement rapide et de très grande ampleur. Et ça a généré tout le travail autour du réchauffement climatique. Voilà. Alors après, je vais vous parler d'autre chose. À quoi ça sert de faire de la science? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je l'ai vu sur une présentation. Autrefois, alors quand je dis autrefois, c'était, on va dire quand j'étais jeune, hein, dans les années 60-70, le monde était ce qu'on appelait un monde risqué. Ça veut dire qu'il y avait des risques. Il y avait le risque de guerre entre les États-Unis, l'Union soviétique, il y avait des risques économiques, il y avait tout un tas de choses. Mais on savait quels étaient les risques et on pouvait leur affecter des probabilités. Et on se disait, voilà, il y a 3 risques. Alors, en entreprise, vous avez le risque que tel concurrent fasse telle chose, que tel autre concurrent fasse autre chose. Vous preniez chacun des risques, vous les probabilisiez, vous mettiez une solution en face de chacun des risques et vous arriviez à évoluer dans un monde risqué. Ça ne veut pas dire que vous gagnez à tous les coups, hein, mais vous arrivez à évoluer dans un monde risqué. Et aujourd'hui, on est dans un monde qu'on qualifie non plus de risqué, mais dans un monde incertain. Ça veut dire quoi, un monde incertain? Ça veut dire un monde dans lequel vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous ne pouvez pas dire il y a risque 1, il y a risque 2, il y a risque 3. Il y a des tas de risques que vous n'imaginez pas. Qui aurait prévu, il y a quelques années, la guerre en Ukraine? Ce qui s'est passé à Gaza, le réchauffement planétaire, dont on dit qu'il s'accélère aujourd'hui, et dont certains climatologues vous disent qu'aujourd'hui, vous savez que l'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, et les gens vous disent on est sorti du modèle. C'est-à-dire qu'on ne comprend même plus, ça va tellement vite, qu'il est probable qu'il y a des phénomènes qu'on ne prend pas en compte et qui amplifient le réchauffement. Donc certains disent, même les modèles qu'on a maintenant et qui sont des énormes trucs, n'arrivent pas à rendre compte de la rapidité avec laquelle ça se réchauffe. La biodiversité, perte de biodiversité sur Terre, qui est en grande partie liée à la diminution des espaces naturels. Les plastiques dans les océans. Hein, maintenant, on sait qu'il y a des millions de tonnes de plastique dans les océans, des gros, des petits, des moyens, des micros, et que c'est vraiment un problème. Et puis après, il y a des choses, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur Taïwan? Qu'est-ce qui va se passer sur le Groenland? Donc on est dans une situation où ce qu'on dit, c'est que on est dans un monde incertain et il peut se passer des choses qu'on n'imagine pas. On ne peut pas les probabiliser, mais on ne peut pas probabiliser les opportunités non plus. Parce que ça veut dire qu'il peut arriver des choses qui vous arrangent beaucoup, qui sont très bénéfiques, et à nouveau, vous ne pouvez pas non plus toutes les prévoir. Alors la réponse à ça, beaucoup de gens ont travaillé, c'est avec la compétence scientifique. Donc, pas très nombreux, mais je ne peux que vous inciter, je pense que monsieur ne sera pas d'un avis différent, allez faire des formations scientifiques, notamment de chimie, parce que c'est grâce à ces formations que vous pourrez comprendre le monde. Vous ne savez pas ce qu'il sera. Bon, après tout, il fallait savoir que nous non plus, on ne savait pas très bien ce qu'il serait. Mais on savait qu'il y avait des risques, mais on savait lesquels ils étaient. Et c'est par une formation scientifique de haut niveau, vous ne savez pas dans quoi vous travaillerez. Vous ne savez pas. Si vous faites de la chimie, est-ce que vous travaillerez sur les batteries, sur le recyclage des batteries, sur les polymères, sur l'analyse chimique, sur je ne sais pas quoi... Voilà. Donc, vous ne savez pas quels vont être les gros sujets et les gros risques que vous aurez à aborder. Par contre, si vous avez fait de très bonnes études scientifiques, comme vous voyez ici, vous pourrez comprendre le monde et surtout, ce qui est le plus important, vous pourrez avoir un impact dessus. Parce que comprendre, c'est bien, mais en général, quand on comprend, on a très envie de changer. Après, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un scientifique, qu'est-ce que c'est qu'un chimiste. Un chimiste, c'est d'abord quelqu'un qui observe. Quelqu'un qui regarde. Ça nécessite souvent un peu de silence et un peu de concentration, qui est une chose difficile aujourd'hui. Il observe. Quelqu'un qui regarde un iceberg qui flotte, bon, il voit un iceberg, c'est beau, c'est froid, etc. Et puis à un moment donné, il va se dire, mais pourquoi il flotte? Et bon, il y en a beaucoup dessous, alors ça, on sait que c'est la loi d'Archimède, ça fait un petit moment, mais pourquoi il flotte? Puis il va goûter la glace, il va dire, tiens, mais elle n'est pas salée, la glace. Voilà, observer, c'est ça. C'est à la fois observer, être silencieux et tester. C'est quelqu'un qui comprend, parce qu'il a fait des études scientifiques, et il se dit, ah oui, j'ai étudié tel phénomène, et c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Pardon, excusez-moi.
Après, c'est quelqu'un qui communique. Ne croyez pas qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui reste tout seul dans son labo, qui a des idées géniales et qui ensuite va les écrire. Un scientifique, c'est quelqu'un qui passe son temps à confronter ses observations, ses idées avec d'autres pour les préciser. Et ce que vous voyez sur cette image, c'est que tout le monde n'a pas vu la même chose, même si tout le monde a vu la même chose physiquement. Il y en a un qui va vous dire « Ah ouais, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est blanc, l'iceberg. Donc, comme il est blanc, il doit réfléchir à la lumière. » Ah oui, ça, c'est vrai. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'est pas salé. Et puis l'autre, il va dire « Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est gros. Ou ce qui me frappe, c'est qu'il y en a beaucoup en dessous. » Voilà. Donc, confronter ses observations et son interprétation des observations avec d'autres. Donc, un scientifique, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Et puis, un ingénieur, chimiste notamment, c'est quelqu'un qui a observé, qui a compris, qui a échangé, et puis qui après se dit, ben moi je vais faire quelque chose, je vais agir. Et là, ce que vous voyez par exemple, c'est un schéma de système, alors ça marche plus ou moins, capture du CO2 en sortie d'une cheminée. Vous avez tout un système, alors il y a beaucoup de recherches dans ces domaines-là, mais vous avez tout un bazar pour capturer le CO2. Il faut savoir que par ailleurs, si vous développez les plantations d'arbres, la nature se nourrit de CO2, donc la nature est un puits de CO2 naturel, et donc c'est plutôt bien de laisser pousser les forêts parce que ça va capter du CO2, mais aussi il faut savoir qu'il y a des tas de projets où on capture ce CO2 et on va ensuite l'enfouir dans des trous dont on s'assure de façon la plus absolue qu'il ne ressortira pas ou pas avant un bon moment. Voilà. Il y a même des gens qui pensent que maintenant on peut en faire quelque chose. Parce que le CO2, c'est finalement une matière première qui aura un prix négatif. Donc il y a des gens qui commencent à dire, mais avec ce CO2, je vais fabriquer quelque chose et donc je vais le capturer. Donc un ingénieur, chimiste, il observe, il comprend, il communique et il agit. Alors voilà un exemple, alors c'est très très schématisé, un exemple de recyclage de polymères, de plastique, qui est un gros sujet aujourd'hui. Alors, en France, normalement, on a pratiquement fini de les balancer à la mer. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait des décharges à ciel ouvert. Quand il y avait du vent, et ben, ça partait à la mer. Maintenant, en général, c'est capté, c'est pris dans les ordures, c'est trié. Dans beaucoup de cas, c'est encore simplement brûlé, parce qu'on ne sait pas en faire grand-chose. Il y a aujourd'hui énormément de projets en France et en Europe pour recycler ces plastiques. Et maintenant, d'ailleurs, si vous allez dans les supermarchés, vous trouvez des tas de bouteilles de plastique où on vous dit « elle est en plastique 100% recyclé ». Les tableaux de bord de voitures sont pratiquement entièrement recyclés aussi. Voilà. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les recyclages, enfin voilà. Après, quand vous faites ça, c'est compliqué quand même, parce qu'il faut vérifier que le recyclage, c'est mieux que la matière neuve, etc., etc., etc. Mais voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les laboratoires de l'école CPE, on a beaucoup de gens qui travaillent sur des procédés de recyclage de polymères, parce qu'il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs polymères. Vous savez pourquoi les bouteilles de Badois ne sont plus vertes ? Avant, les bouteilles de Badois étaient vertes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon, les bouteilles de Badois étaient vertes. Et maintenant, elles sont transparentes. Et bien parce que le colorant vert qui était dans la bouteille de Badois, qui était un signe distinctif, posait des problèmes de recyclage. Et donc, un jour, on a dit à Badois, si vous ne mettiez pas de colorant dans votre bouteille, ça arrangerait beaucoup de monde et vous pourriez faire des bouteilles recyclées. Et donc, c'est pour ça que les bouteilles de Badois, aujourd'hui, sont transparentes. Et tout ça, c'est des chimistes qui ont fait ça. Alors, la chimie, c'est la vie aussi. Ça, vous savez ce que c'est ? Vous avez dû le voir ? C'est de l'ADN, voilà. ADN qui a été une des grandes découvertes du début des années 60. Alors, je vais être très humble, j'ai compris il y a 3 jours exactement ce que ça voulait dire la double hélice. En fait, j'avais jamais compris ce que c'était que cette histoire de double hélice. J'ai dit ça, ce que quelqu'un m'explique. On prend une échelle, vous voyez, une échelle avec 2 montants et des barreaux, et vous la vrillez. Et vous la vrillez. Et ça fait, enfin, c'est pas de l'ADN, mais c'est comme ça qu'est la structure de l'ADN. Et l'ADN, au fond, c'est un polymère, puisqu'aujourd'hui, on sait faire de l'ADN artificiel, alors plutôt pour des plantes que pour des animaux, mais on sait faire aujourd'hui de l'ADN artificiel. Et tout ça, ben, c'est de la chimie. Une molécule d'ADN, c'est de la chimie. Les pneus, pendant longtemps, ça a été fait à partir de caoutchouc. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils mettent des polymères synthétiques, mais un pneu, c'était un produit assez naturel, hein. Vous avez là-haut ce qu'on appelle un EVA, qui est un arbre qui produit naturellement du caoutchouc. Sa sève est caoutchouteuse.
Donc voilà, vous la récupérez un peu comme les Canadiens récupèrent le sirop d'érable, et puis après, vous pouvez en faire des pneus. Alors aujourd'hui, je crois que c'est des polymères synthétiques qu'ils utilisent, mais je peux vous dire que le grand enjeu aujourd'hui d'une entreprise comme Michelin, aujourd'hui, dans un pneu, il y a 50 matériaux différents. Et il y a à peu près 10% de matériaux recyclés. L'enjeu, c'est que dans 10 à 15 ans, on refera des pneus avec des pneus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un siècle de recherche sur les pneus qu'il va falloir refaire en 10 à 15 ans. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, il ne va pas falloir faire des pneus qui seront moins bons. Le marché n'acceptera pas, qui durent moins longtemps, qui tiennent moins bien la route, que ça freine moins, etc. Donc, grand problème. Alors, en France, on ne jette plus de pneus. Ils sont tous captés à la source, mais on n'en refait pas des pneus. Souvent, on les broie et ça sert de combustible dans les cimenteries, ou souvent, on en met dans les soubassements des routes ou des choses comme ça. Bon, c'est déjà mieux que de les jeter à la mer, mais c'est quand même pas une économie fermée. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème. Et qui c'est qui fait ça ? Eh bien, c'est des chimistes. C'est des chimistes de très haut niveau. Et je peux vous dire que nous, à l'école, on a un laboratoire mixte avec Michelin, dans lequel on étudie justement toutes ces propriétés de recyclage, de recyclabilité, comment on pourrait défaire les chaînes de polymères, etc., pour pouvoir recommencer. Alors maintenant, je vais vous parler de mon école un peu plus, donc CPE Lyon. Je vous ai parlé d'excellence académique. Et bien là, vous avez les 3 prix Nobel de CPE. On est la seule école de chimie qui a eu 3 prix Nobel dans son histoire. Alors, ça date un petit peu. 1912, Victor Grignard, qui a été directeur de l'école entre les deux guerres et qui est considéré comme un des très, très grands chimistes organiciens de l'histoire. Il a été directeur de l'école et moi, dans mon bureau, j'ai encore le bouquin de Grignard, donc qui est un gros livre de chimie organique, annoté de sa main, parce qu'il le relisait quand même et il disait « Ah non, mais là, j'ai mal dit ça, etc. etc. » Donc j'ai encore un bouquin de Grignard annoté de sa main. Yves Chauvin, en 2005, qui était un ancien élève de l'école, qui a travaillé à l'IFP, et qui a fait beaucoup de travaux sur la catalyse et sur... Alors, je connais le nom, mais ne me demandez pas plus que ce que je vais vous dire. Un truc qui s'appelle la métathèse des alcènes, donc qui permet de transformer un produit pétrolier en un autre de façon extrêmement élégante et extrêmement économe en énergie. Voilà, donc Yves Chauvin, qui a enseigné à l'école, qui était dans un laboratoire de l'école, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et pour la petite histoire, à l'époque, mon président était le secrétaire général perpétuel de l'Académie des sciences. Alors, Yves Chauvin n'était pas docteur. Il était ingénieur, il n'avait jamais passé de doctorat. Il travaillait à l'IFP et il venait d'une école qui s'appelait CPE Lyon. Et il m'a dit, quand mes collègues ont vu que le prix Nobel était donné à un gars qui n'était ni normalien ni polytechnicien, qui n'était même pas docteur et qui travaillait dans un centre de recherche technologique comme l'IFP, il m'a dit, il y en a, ils n'en ont pas dormi pendant des nuits. N'empêche que c'était un sacré prix Nobel et c'est quelqu'un qui a fait faire de très, très grands progrès à l'industrie pétrolière et des progrès d'économie d'énergie et d'économie matière. Et puis Jean Jouzel, alors c'est un petit bout de prix Nobel parce qu'en fait c'est le GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'études du climat qui a eu le prix Nobel. Il est paléoclimatologue. Alors il est multimédaillé parce que par ailleurs il a eu une médaille qui s'appelle la médaille... je ne sais plus, elle a un nom, mais qui est l'équivalent du prix Nobel de géologie, puisqu'il n'existe pas de prix Nobel de sciences de la Terre. On le voit toujours de temps en temps à la télévision, même s'il est un petit peu âgé maintenant, il doit avoir 76, 77 ans, très engagé dans tout ce qui est maîtrise du changement climatique, adaptation. Et vous allez me dire, mais pourquoi un chimiste s'est occupé de ça ? Parce que pendant sa thèse, il s'est occupé de la composition isotopique des glaces de l'Antarctique, et il s'est occupé avec Claude Lorius, qui était un autre grand scientifique de Grenoble, d'analyser les carottes glaciaires de l'Antarctique pour comprendre ce qui se passait, et en particulier les petites bulles qui étaient dans les carottes glaciaires. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que, oui, il y avait un réchauffement climatique, et non, il n'était pas d'origine naturelle, il était d'origine anthropique, c'est-à-dire des hommes. Et il est venu de temps en temps à l'école, et je le connais bien. Voilà. Alors maintenant, je vais venir sur l'innovation pédagogique. Alors il y a une chose que vous savez et que vous ne savez pas, c'est que votre capacité d'attention, je vous vois un peu bâiller, c'est que votre capacité d'attention s'est beaucoup réduite depuis 25 ans. Les neuroscientifiques sont absolument formels. La capacité d'attention des êtres humains a été divisée par 3 en 25 ans. C'est la capacité, c'est le temps pendant lequel vous pouvez vous concentrer sur quelque chose. Alors il y a plusieurs notions, il y a la durée d'attention, la capacité d'attention, etc. Elle est passée, d'après eux, en 25 ans, de 20 secondes sur un sujet à 8 secondes.
Et ça a beaucoup de conséquences. Alors la cause de ça, j'en ai mis 2. Les smartphones, Internet, le fait que vous pouvez être sans arrêt sollicité par des choses extérieures, et puis la permanence de la publicité partout. Je veux dire, moi, quand je regarde la télévision, quand la publicité arrive, je zappe, et en général, je tombe sur la publicité sur une autre chaîne. Ou alors, je passe d'une émission qui va être un documentaire animalier à une émission historique, mais c'est un zapping. Et il faut savoir que tout ça, c'est extrêmement violent pour votre cerveau. Votre cerveau, il est pas fait, en fait, pour zapper aussi vite. Il n'est pas fait pour aller... Donc, c'est extrêmement fatigant et ça consomme énormément de vos capacités d'attention. Alors, j'ai même lu encore pire que quand vous êtes attentif à quelque chose, que vous lisez, que voilà, vous avez un circuit du plaisir qui est activé. Mais évidemment, quand vous vous concentrez sur quelque chose, vous n'êtes pas concentré sur d'autres choses. Et donc, il y a aussi un circuit qui vous dit « Ah, mais regarde tous les autres trucs que tu pourrais regarder. » Et en fait, quand il n'y en avait pas tant que ça, moi, quand je faisais mes études, il y avait que la radio. Je n'avais pas le droit de regarder la télévision. De toute façon, il y avait 3 chaînes. Donc, je veux dire, on ne manquait pas grand-chose. Et j'avais que la radio. Et sur la radio, j'avais 4 stations. J'avais 4 stations des longues ondes. Donc, si vous voulez, l'univers des possibles autour de moi, quand je travaillais, était quand même pas énorme. Donc, ne générait pas une frustration énorme. Aujourd'hui, et j'en suis victime aussi, j'ai les mails, j'ai mon téléphone portable, et donc la sollicitation potentielle que j'ai tout autour est énorme. Donc voilà. Donc votre temps d'attention, et mon temps d'attention aussi, a été énormément réduit. C'est visible maintenant sur les images de neurologie, ce qui fait que on est en train progressivement de changer de pédagogie, c'est-à-dire plutôt que des pédagogies, on va dire, d'enseignement en amphi ou des choses comme ça, qui vont vous demander des temps d'attention assez longs, de vous concentrer, de ne pas être sollicité par autre chose pendant ce temps-là, eh ben c'est ce que j'ai voulu symboliser par cette flèche, dans quelque chose dans lequel vous constituez vous-même beaucoup plus les savoirs que vous allez acquérir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous réussissiez à acquérir les savoirs, mais ça va être différent. On va vous demander beaucoup plus de participer, parce que c'est la seule façon de contrer la baisse de capacité d'attention. Et puis également, ce que vous voyez en haut à gauche, beaucoup plus de travaux de groupe, beaucoup plus d'interactions, parce qu'à ce moment-là, on se repose sur des qualités et des compétences humaines qui font que vous arriverez à progresser dans un groupe, alors que tout seul, vous ne le ferez pas. Et tout ça, c'est l'innovation pédagogique, c'est les classes inversées, c'est l'apprentissage par problème, c'est toutes les choses qu'on essaie de mettre en place peu à peu, de façon à continuer à pouvoir enseigner ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire comprendre la science, mais de façon différente, parce que c'est plus compliqué avec les générations nouvelles qu'avec les générations d'avant. Alors après, j'ai 2 illustrations, mais qui ont moins d'intérêt, mais ça, c'est parce que c'est une polémique que voit beaucoup. Est-ce que parce que quelque chose est naturel, c'est forcément bon, et parce que quelque chose qui est artificiel, c'est forcément mauvais? Ben non, non. Là, vous avez une image, c'est du pétrole, ça. Il n'y a à peu près rien de plus dégueulasse que du pétrole brut. Hein. Le pétrole brut, c'est un produit 100% naturel. Alors, c'est pas renouvelable, parce que voilà, c'est renouvelable, mais sur des millions d'années. Mais c'est un produit 100% naturel, le pétrole. Et néanmoins, c'est un des produits aujourd'hui, si vous le déversez dans la mer, qui fait le plus de dégâts. Et donc, pourtant, c'est un produit naturel. Ça, c'est un virus. Ça, c'est des virus. Les virus, on pense qu'ils ont existé avant nous. C'est-à-dire que les premières formes de vie qui sont arrivées sur Terre sont probablement des virus. C'est-à-dire que la vie est née sur Terre, mais en fait, elle est née dans la mer. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose récemment d'extraordinaire, c'est qu'en fait, les cachalots sont issus d'animaux terrestres qui sont retournés dans la mer. Et ce n'est pas des animaux marins qui ont simplement évolué, c'est des animaux marins qui étaient sortis de la mer pour devenir terrestres, et puis un jour, ils en ont eu marre, ils sont retournés... Alors, un jour, ça s'est fait en plusieurs jours, hein, même en probablement quelques milliers ou millions d'années. Hein. Voilà. Mais donc, voilà, un virus complètement naturel, et ben, des virus comme ça sont parfaitement capables de vous tuer, et de tuer des dizaines de gens rapidement. Voilà. Donc, la chimie, c'est tout, le naturel, l'artificiel... voilà. Et je termine en citant quasiment Churchill, par les temps qui courent, c'est des citations qu'il faut reprendre. Si vous devenez ingénieur chimiste, ce que je vous souhaite, ou ingénieur tout court, je vous promets qu'il y aura de la sueur, je vous promets qu'il y aura des combats, il n'y aura pas de sang ni de larmes, il ne faut quand même pas exagérer. Mais la sueur, c'est bon, c'est comme quand on fait du sport. Les combats, c'est bon, quand on fait du sport d'équipe.
et à la fin des victoires, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de gagner un match de football ou un match de rugby, et surtout ce sentiment, oui, qu'on a transpiré, oui, qu'on a combattu, oui, qu'on était en équipe, mais que néanmoins on a gagné. Donc voilà, vous aurez un travail qui demandera du travail, mais ça, des choses qui ne demandent pas de travail, j'en connais pas. Vous serez en équipe, et puis vous aurez plein de sujets, et puis vous pourrez changer le monde, c'est-à-dire vous pourrez faire des choses qui vont avoir un impact positif sur le monde. Et je crois que j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Je termine par cette image qui est une image cette image du concours sur lequel est l'école CPE, qui s'appelle Puissance Alpha, qui est un des plus gros concours d'école d'ingénieurs post-bac aujourd'hui. Voilà. Donc, devenez ingénieur chimie, sciences de la vie. Alors, CPE va ouvrir à la rentrée un diplôme en biotechnologie, ce qui fait qu'on sera non seulement une école de chimie et de procédés, mais aussi une école de biotechnologie, diplôme qui sera en anglais pour être complètement européen. Européen, parce que dans le domaine des sciences de la vie, on voit bien qu'il y aura des valeurs européennes, des valeurs nord-américaines et des valeurs asiatiques, essentiellement chinoises. Et puis toute biotechnologie, c'est-à-dire pas simplement la pharmacie, mais aussi l'énergie, les cosmétiques, l'environnement, etc., avec un grand enthousiasme, puisque parmi nos sponsors de ce diplôme, on a Sanofi, qui est un pharmacien, et Michelin, qui est un fabricant de pneus. Et ils sont tous les deux extrêmement intéressés par les biotechnologies qu'on va enseigner. J'ai fini.